Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. C'est aujourd'hui le 8 mai, journée quand même de célébration, on pourrait dire, en tout cas, journée pour souligner la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on fait une trêve pour l'occasion entre l'Ukraine et la Russie? Capitulation inconditionnelle de l'Allemagne nazie, avec deux dates possibles à retenir, le 8 mai ou le 9. Le 8, il y a 1 heure et demie à peine, Emmanuel Macron, pas très loin de là où je te parle, à l'Arc de Triomphe, soulignait ce jour important. C'est un congé férié en Europe. Et c'est le 9 mai que ça va se passer à Moscou, parce qu'il y a eu deux cérémonies de signature. La première le 7 mai 1945, qui n'a pas satisfait les Russes qui voulaient quelque chose. Et ça avait été fait à Reims, en France. Et il y a donc une deuxième signature qui aura lieu le 8 mai à 11 heures et des poussières, 23 heures et des poussières, ce qui signifie donc à Moscou, passé minuit. Donc, on fête la capitulation le 8 mai en Europe occidentale et en Russie, c'est le 9 mai. Tu posais une question. Est-ce que ça sera d'abord souligné? Oui, parce que normalement, c'est un défilé très important à Moscou, celui de la victoire sur l'Allemagne nazie. Aujourd'hui ou demain, probablement à petite échelle, parce qu'on craint des frappes de drones de l'Ukraine. Ça dit quelque chose de la guerre qui se livre entre les deux pays. Les Ukrainiens qui sont de plus en plus capables de frapper, mais loin dans le territoire russe, à 1000, 1500, 1700 kilomètres. On craint de faire une parade, puis que la parade soit frappée, créant une espèce d'humiliation, là. Oui, évidemment, et des morts aussi possiblement du côté russe. Alors, les Russes ont proposé un cessez-le-feu unilatéral de 2 jours en disant, si vous ne le respectez pas, gare à vous, parce que nous allons frapper Kiev en guise de représailles. D'ailleurs, on a invité les diplomates étrangers à quitter la capitale ukrainienne, sachant que ça pourrait se passer. Mais pour bien souligner le cessez-le-feu, les Russes ont envoyé quelques centaines de drones, c'est les informations que rapportent les Ukrainiens aujourd'hui, ont envoyé quelques centaines de drones frapper l'Ukraine, alors que les Russes disent avoir intercepté de leur côté 250 drones ukrainiens. Dans tous les cas de figure, demain, ça sera une célébration, mais vraiment beaucoup plus discrète, parce que la Russie est aujourd'hui vulnérable. Ça dit vraiment quelque chose du rapport de force qui ne s'est peut-être pas inversé, mais où les Ukrainiens, de plus en plus et de mieux en mieux, sont capables aussi de faire souffrir la Russie, particulièrement en touchant, en frappant ces installations pétrolières. La production russe est peut-être pas en berne, mais a été affectée. Ça a eu un impact sur l'économie. Il y a peu de gens qui peuvent parler de façon, je dirais, candide de l'état de l'économie russe, d'autant que depuis le début de la guerre en 2022, on a souvent prophétisé l'effondrement de l'économie russe. On disait les sanctions internationales, un peu comme avec l'Iran. D'ailleurs, il y a des parallèles à faire. Mais quand tu écoutes la grande patronne de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, ben là, tu dis, il y a probablement quelque chose qui correspond à la vérité. C'est une croissance en berne de l'économie, dit-elle, avec une chute du PIB au début de l'année, janvier-février, de 1,8 %, une inflation grande parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour répondre aux besoins de l'industrie. Pourquoi? Parce que les jeunes hommes et femmes en âge de se battre sont beaucoup mobilisés sur le front de la guerre, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre, donc beaucoup de demandes, ça crée de l'inflation. Les taux d'intérêt sont au nord des 10% en Russie. Monsieur Poutine, comme Donald Trump, aimerait beaucoup que les taux d'intérêt baissent. Alors là, évidemment, c'est pas du tout la même fourchette, mais la pression est très forte. Et il se trouve que la patronne de la Banque centrale est capable de se tenir debout et de refuser les pressions du pouvoir central et surtout de nous éclairer sur les difficultés dans un contexte où on parlait de cette puissance de plus en plus grande des Ukrainiens capables de frapper le territoire russe. Ça n'a pas été beaucoup rapporté cette semaine, mais le général qui était à la tête de la force aérospatiale, c'est le général Avzalov, a été limogé justement parce que la défense antiaérienne est pas aussi imperméable qu'on le voudrait, et pour l'orgueil, pour l'image de marque de la Russie, c'est comme un peu un œil au beurre noir. Tu veux porter des verres fumés pour le masquer ou te maquiller. Donc, on a congédié le patron de celui qui théoriquement serait responsable de la défense des cieux russes. Ça ne veut pas dire que les Russes sont sur la défensive partout. Ils sont encore extrêmement puissants et font une pression sur les Ukrainiens, mais c'est pas une guerre à sens unique.
Stéphane, parlant de cet anniversaire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tu veux faire l'observation que dans notre partie du monde, en Occident, le discours a comme changé au fil des années. Aujourd'hui, surtout aux États-Unis, on en parle comme d'une victoire américaine. Je suis content que tu poses la question parce Alors qu'initialement, c'était l'Alliance sainte, écoute, étonnante, là, mais c'était Staline. D'ailleurs, il y a eu ses grands sommets, Yalta, Québec. Staline était un joueur clé, là, puis sans parce les que Russes... Ça résonne beaucoup, Mario, sur ce que nous vivons tous les jours dans l'actualité où on se demande où est la vraie information, qui réussit à gagner la bataille du narratif entre les Iraniens et les Américains, guerre de propagande, c'est important. Et je trouvais que ce 8 mai, qui est aujourd'hui célébré, donc capitulation unilatérale de l'Allemagne nazie, en mai 1945, quand on demandait à des Français, je te parle de la France, qui a remporté cette guerre? 57% des Français disaient, c'est évidemment le sacrifice de l'URSS. Ce sont les soldats et l'URSS qui ont réussi à permettre de gagner cette guerre. Et les Américains, 20% des Français disaient, c'est eux qui ont fait la différence. Quand on pose la question en 2024, 54% des mêmes Français te diront, c'est les Américains qui ont gagné la guerre, qui ont permis de gagner la guerre. Et seulement 15% te parleront aujourd'hui de la Russie à l'époque de l'URSS. Alors que 8 soldats allemands sur 10 sont morts sur le front de l'Est, que le point névralgique de bascule dans l'histoire de la Deuxième Guerre, c'est certainement Stalingrad, la résistance et la destruction de Stalingrad, mais la résistance des Russes, qui a durablement et fatalement affaibli la Wehrmacht, l'armée allemande. Et c'est, quand tu regardes les chiffres, 400 000 soldats américains et un peu de civils qui ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les statistiques du côté russe ou de l'URSS, la fourchette est grande, mais on s'entend pour dire que ça se passe entre 25 et 30 millions de victimes. La Deuxième Guerre mondiale, c'est résolument le rouleau compresseur et aussi le hachoir à viande, parce que c'est comme ça que les Russes parlent encore quand ils vont au front, contre l'Ukraine, c'est le hachoir à viande, c'est-à-dire cette capacité quasi infinie d'envoyer des hommes se battre et de les voir perdre contre les forces nazies, qui aura permis de remporter cette Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que le rappel est intéressant, parce que qu'est-ce qui a fait la différence entre 1945 et 2024 ou 2026? C'est les machines de propagande ou les machines à orienter les esprits. C'est le cinéma hollywoodien, c'est The Longest Day, c'est Aller sauver le soldat Ryan, qui nous ont convaincus, évidemment, que c'est la présence déterminante des Américains qui ont fait gagner cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est certainement pas un rôle accessoire. Un historien pourrait défendre que le sacrifice humain des Russes est plus grand, mais un historien pourrait défendre, à mon avis, que c'est les deux, là. C'est-à-dire que... Si tu avais juste le front de l'Est puis que personne n'avait attaqué à l'Ouest, mais là, c'est comme m'a donné un beau jour, Hitler s'est trouvé puis ça venait de partout, là, ça venait des deux côtés, puis là, lui, sa machine n'a pas tenu, là. Ce que je te dis, c'est que au fil de l'histoire, la perception... Elle s'est réécrite, ça, je le comprends Elle s'est complètement réécrite, en fonction, évidemment, de la capacité de raconter des histoires. Les Américains savent bien faire ça, mais regarde aujourd'hui ce que font les Iraniens quand, avec leurs petits films, leurs petits reels, ils rigolent de Trump, sont en train aussi d'affecter notre perception de l'histoire, comme les Américains le font quand ils publient des images sur leur puissance militaire. Par exemple, sur les escarmouches qui ont eu lieu hier dans le golfe d'Ormuz, où 3 destroyers américains ont été attaqués par les flottes moustiques des Iraniens. Puis, parlons-en de ça, le détroit d'Ormuz, parce qu'à chaque jour, Alexandre fait les nouvelles, puis à chaque jour, il y a une nouvelle qui dit Trump optimiste pour un accord, puis on est toujours sur le bord, toujours proche, puis la réouverture du détroit d'Ormuz. Puis il y a un côté où, je veux dire, on entend la nouvelle avec un sourire un peu cynique, là. Alors, les Américains, je pense, voulaient absolument faire la démonstration que les Iraniens ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz. C'est pas parce que 3 destroyers, qui sont des bateaux très rapides, imagine que ça se déplace à une trentaine de kilomètres heure. C'est vite pour des pachydermes pareils. C'est hyper armé. D'ailleurs, ce sont leurs canons phalanx qui leur ont permis de repousser certaines des attaques parce que les petits bateaux, les vedettes rapides des Iraniens se sont rendus
très, très, très proche des destroyers. Donc, c'est pas des missiles et c'est pas leurs canons non plus qui ont permis de couler la menace, mais c'est vraiment des canons. Et quand je parle de canons, c'est plutôt d'énormes mitrailleuses, le Phalanx, qui tire des milliers de projectiles à la minute. Tu transformes en passoire ton adversaire, mais c'est pour dire à quel point la menace était proche. Donc, les Américains qui voulaient certainement ne pas concéder le contrôle de l'espace, ça ne veut pas dire donc demain matin, un tanker, un super pétrolier va passer. Puis deuxièmement, la réponse du président Trump qui parlait d'un love tap, une petite tape d'amour parce que ça ne change rien à la situation. Le cessez-le-feu est respecté, ce sont des escarmouches. D'abord, il est hors de question que le président ait reconnu que ses destroyers aient pu être en danger. Donc, tu parleras effectivement d'une petite tape d'amour. Puis sur le fond, c'est encore aussi, de part et d'autre, une manière de dire on est fort, on est puissant, alors qu'on continue à négocier. Et les Iraniens, ce matin, n'ont pas non plus dénoncé une rupture du cessez-le-feu. Les choses se sont un peu replacées. On est revenu à cette normale qui ne l'est pas tout à fait. Mais tu vois des Iraniens qui roulent les mécaniques, montent les dents, mais disent non, la guerre n'a pas vraiment recommencé. Probablement, sinon certainement, parce que on négocie. Ça ne veut pas dire que ça va se régler demain matin. En fait, on a une certitude, c'est quand on va se parler lundi, ça ne sera pas réglé. Merci Stéphane, bonne fin de